Ceux qui ont croisé leur route rapportent tous la même chose, un sentiment profond d'étrangeté. Pas de peur immédiate, mais une sensation de déréalisation. Dans le nord de la France, à Lille, une légende ancienne et profondément enracinée raconte l'histoire de Lydéric, un géant mythologique dont l'âme semble encore errer dans les rues de la ville. Lydéric, selon les récits, n'était pas un homme comme les autres. Son histoire se confond avec celle de la fondation de l'île elle-même. Il y a très longtemps, bien avant que l'île ne devienne la grande ville commerçante et industrielle qu'elle est aujourd'hui, il existait une terre sauvage, une contrée dominée par des forêts impénétrables et des collines escarpées. C'est dans ces lieux reculés que Lydéric naquit, un homme à la taille gigantesque et au pouvoir impressionnant. Les contes disent qu'il mesurait plusieurs mètres de hauteur et possédait une force hors du commun, une capacité à briser des arbres comme des brindilles et à soulever des pierres aussi grandes que des montagnes. Les habitants des villages voisins, terrifiés par sa taille et ses pouvoirs, cherchaient à éviter Lydéric, le percevant comme une créature étrange, presque divine, à la fois redoutée et respectée. Mais Lydéric, loin d'être une créature monstrueuse, était en réalité un héros solitaire, un homme hanté par une seule idée, fonder une ville où il pourrait laisser une trace de son passage, un héritage pour les générations futures. Selon la légende, un jour, alors qu'il errait seul dans les forêts du Nord, il croisa un autre géant, Finaer, un colosse impitoyable qui régnait sur la région avec une cruauté sans égale. Finaer imposait sa volonté par la force, détruisant tout sur son passage, et faisant régner la terreur parmi les villages. Les deux géants se défièrent alors dans une lutte titanesque. Le combat fit trembler la terre elle-même, et pendant des heures, ils s'affrontèrent dans un duel acharné. Finalement, après un combat épuisant, Lydéric parvint à vaincre Finaer. Il le fit tomber dans les rivières et le noya, mettant ainsi fin à son règne de terreur. Mais cette victoire ne fut pas sans conséquences. Lydéric, bien que victorieux, était gravement blessé. À son retour, affaibli par les combats, il décida de fonder une ville sur les rives de la rivière Deule, là où il avait triomphé de son ennemi. Il nomma cette ville en son propre honneur, Lille, la ville du géant. Malgré cette fondation héroïque, la légende de Lydéric ne s'arrête pas là. Selon les récits populaires, l'esprit de Lydéric ne quitta jamais la ville qu'il avait fondée. Chaque nuit, lorsqu'un certain vent soufflait sur l'île, certains affirmaient entendre les pas lourds du géant dans les rues, et des murmures se mêlaient au bruit des pierres tombant dans les ruelles pavées, comme s'il errait encore parmi les habitants, gardien silencieux de sa création. De plus, on raconte que les anciens avaient placé dans la ville une pierre, connue sous le nom de pierre de Lydéric, qui marquait l'endroit précis où le géant avait posé son pied après sa victoire contre Finaer. La pierre, très ancienne et quelque peu mystérieuse, se disait imprégnée de la force et du courage de Lydéric, et certains croyaient qu'elle possédait des pouvoirs surnaturels, capables de protéger la ville contre les envahisseurs et les catastrophes naturelles. Bien que cette pierre soit aujourd'hui disparue, son souvenir demeure gravé dans les mémoires des habitants de l'île. À travers les siècles, la légende de Lydéric a été racontée de génération en génération, et son esprit semble encore imprégné dans les rues de l'île, particulièrement le soir, lorsque les ombres s'allongent et que le vent se lève. Les habitants de la ville murmurent encore aujourd'hui que, parfois, on peut apercevoir, sur la place du général de Gaulle, une silhouette gigantesque, à peine visible, marchant parmi les passants, veillant silencieusement sur sa ville. Lydéric, le géant de l'île, est donc un héros éternel, un protecteur mythologique dont la présence continue de marquer la ville, invisible et implacable, comme une ombre protectrice qui jamais ne s'éteint. L'abbaye d'Anchin, située à quelques kilomètres de la ville d'Anzin, dans le nord, est aujourd'hui en ruine, un lieu de silence et d'oubli. Mais, à une époque lointaine, elle fut l'un des centres religieux les plus importants de la région, un lieu de prière et de dévotion où des moines se consacraient à la vie spirituelle et à l'étude. Les bâtiments, bâtis en pierre lourde, s'étendaient autour d'un grand cloître, et les chants des moines emplissaient l'air, portés par l'écho des voûtes. Cependant, l'histoire de l'abbaye d'Anchin ne fut pas seulement marquée par la piété. Comme beaucoup de sites anciens, elle porte en elle le fardeau des événements dramatiques qui ont transformé son existence en une légende.
En effet, ce qui marqua définitivement l'histoire de l'abbaye fut un incident tragique qui se produisit au XIVe siècle, lors de l'invasion des troupes anglaises pendant la guerre de Cent Ans. Ce jour-là, les moines d'Anchin étaient rassemblés dans le chœur pour chanter les vêpres du soir. La lumière était tamisée, et l'air rempli des chants sacrés, lorsque l'abbaye fut soudainement attaquée par des soldats anglais. L'assaut fut brutal, et les moines, pris de panique, tentèrent de fuir, mais les portes furent rapidement fermées. Ils furent enfermés dans la grande salle, où les soldats, dans leur fureur, massacrèrent tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. La salle du chœur, où les moines avaient chanté leurs hymnes quelques instants plus tôt, devint un véritable bain de sang, et les murs absorbèrent les derniers cris des innocents. Il est dit que, lorsque le dernier moine s'effondra, une étrange sensation se fit ressentir dans l'abbaye. Un silence absolu se propagea dans l'air, brisé seulement par un dernier souffle. Mais ce qui est réellement troublant, c'est que, selon les témoins qui se rendirent sur place après l'attaque, un chant lointain se fit entendre, un murmure en harmonie, comme si les moines étaient revenus, d'une manière ou d'une autre, pour achever leur prière. Ce fut le début des rumeurs. On parlait d'une présence qui rôdait dans l'abbaye, d'une voix qui résonnait à travers les murs, des voix de moines morts, chantant des hymnes oubliés, comme si leur souffrance n'était jamais terminée. Ils disaient que le vent portait leur chant, que celui-ci se faisait entendre lors des nuits de pleine lune, lorsque la brume s'étendait sur les ruines. Ce chant n'était pas celui des vivants, mais celui des âmes perdues, enfermées dans l'éternité de la souffrance. Les générations suivantes, effrayées par ces bruits, commencèrent à éviter l'abbaye. Au fur et à mesure que les siècles passaient, les ruines de l'abbaye se firent plus imposantes, presque comme un monument aux morts. Mais il est encore dit qu'à certaines nuits, les plus audacieux ou les plus curieux s'aventurent dans la nuit. Et, selon eux, lorsque le vent souffle dans les ruines, on entend des voix basses et des chants en latin, comme les moines le faisaient autrefois. Parfois, même des lumières vacillantes apparaissent dans les fenêtres des bâtiments, des silhouettes fantomatiques se dessinent vaguement dans les ombres. Une nuit particulièrement brumeuse, un groupe d'archéologues venus enquêter sur le site fut confronté à un phénomène étrange. Alors qu'ils fouillaient les vestiges du chœur, un des membres de l'équipe prétendit entendre, à travers le souffle du vent, des paroles en latin, un chant liturgique, lent, majestueux. D'autres pensaient que c'était simplement leur imagination, que la fatigue les avait pris, mais un témoin dit que, lorsqu'il tourna la tête, il aperçut une silhouette éthérée dans l'ombre, vêtue d'une robe de moine. Il se précipita pour l'interroger, mais en un instant, la silhouette disparut, laissant derrière elle une sensation glacée, comme si le temps lui-même s'était figé. De nombreuses personnes rapportent des expériences similaires, des bruits de pas dans les couloirs abandonnés, des murmures dans les salles, ou des éclats de lumière dans les parties de l'abbaye qui sont restés complètement inaccessibles. Mais ceux qui connaissent les légendes disent qu'il ne faut jamais rester trop longtemps près des ruines de l'abbaye, surtout la nuit. Parce que les moines, les voix, et même les ombres de ceux qui ont été massacrés ici semblent toujours chercher à finir leur prière. La légende de l'abbaye d'Anchin persiste aujourd'hui dans la région, et les ruines restent un lieu chargé d'histoire. Mais elles restent aussi un lieu hanté, un lieu où, à chaque souffle du vent, on peut entendre, comme un écho lointain, le chant des moines disparus, un chant qu'aucune âme vivante n'a jamais pu comprendre. Un chant qui ne s'éteindra jamais, tant que les pierres de l'abbaye resteront debout. Au cœur du Pas-de-Calais, le petit village de Nesle repose dans une paix trompeuse. Son église, modeste mais ancienne, trône au centre comme un monument immobile au fil du temps. Bâtie sur des fondations médiévales, elle a vu défiler des siècles de messes, de mariages et d'enterrements. Mais derrière ces murs de pierre et ces vitraux délavés, il subsiste une histoire que le curé actuel évite soigneusement d'évoquer. Tout commença au début du XXe siècle, lorsqu'un organiste du nom d'Alban s'installa au village. D'origine flamande, c'était un homme discret, presque effacé, qui vivait seul dans un petit logement adjacent à l'église. Sa passion pour l'orgue était totale, il passait ses journées, et parfois ses nuits, à en jouer, perfectionnant des compositions qu'il n'écrivait jamais, jouant toujours de mémoire, comme si chaque note lui venait d'un ailleurs invisible. Les habitants se rappelaient ces soirs d'hiver où la musique s'élevait longuement dans les rues vides du village. Elle était lente, mélancolique, presque plaintive. Certains la trouvaient belle,
d'autres profondément dérangeantes. Il y avait quelque chose de trop humain, de trop douloureux dans ces mélodies, comme si l'instrument pleurait par ses tuyaux de métal. Un jour, sans prévenir, l'église ferma ses portes durant plusieurs semaines. À l'époque, personne ne sut exactement pourquoi. Quelques rumeurs parlaient d'un accident, d'autres d'une dispute entre le prêtre et l'organiste. Quand les portes rouvrirent, Alban avait disparu. Aucun enterrement, aucune annonce. Il avait simplement cessé d'exister. Et pourtant, certains disaient que ses affaires étaient restées là, dans la sacristie, comme s'il était parti à la hâte ou n'était jamais réellement parti. C'est peu après que les phénomènes commencèrent. Au début, c'était discret. Des sons étouffés, à peine perceptibles, comme une respiration lointaine, un soupir qui flottait entre les piliers. Puis, certaines nuits, alors que l'église était fermée et que personne n'y entrait plus après le crépuscule, l'orgue résonnait à nouveau. Pas longtemps. Juste quelques notes. Un accord suspendu. Une gamme descendante. Des sons timides, presque timorés, mais que tout le village pouvait entendre lorsqu'il régnait un silence assez profond. On accusa d'abord les courants d'air, les tuyaux vieillissants, les blagues de jeunes gens, mais personne ne parvint à expliquer pourquoi les morceaux joués étaient toujours les mêmes. Ce n'étaient pas des airs connus, ni des chants liturgiques. C'était cette musique si singulière qu'Alban avait l'habitude de jouer. Des compositions dont il était, apparemment, le seul dépositaire. Un soir de Toussaint, un habitant décida de monter la garde devant l'église, poussé par la curiosité et une envie de vérité. Il resta posté des heures durant, jusqu'à ce qu'un son se fasse entendre, clair, presque cristallin, une note, puis une autre, s'élevant lentement, jouée avec une maîtrise glaçante. Quand il entra dans l'église, la porte n'était même pas verrouillée, il ne vit personne. L'orgue était immobile, le banc vide, les touches propres, comme si rien ne s'était produit. Pourtant, la musique, quelques secondes encore, continuait de flotter, suspendue dans l'air froid. Depuis, plus personne n'essaie d'expliquer. On ne remplace plus l'orgue, bien que son état se détériore. On ne joue plus dessus non plus, de peur de réveiller quelque chose. Les rares personnes qui entrent seules dans l'église affirment ressentir une présence, un froid venu du cœur, un poids sur leurs épaules au moment de franchir la nef. L'église de Nesle reste pourtant en activité. Les cloches sonnent, les offices ont lieu, les cierges brûlent. Mais le soir, lorsqu'un silence parfait tombe sur le village, on peut parfois entendre un orgue jouer, tout seul, des mélodies qu'aucun compositeur n'a jamais écrites, et qui n'appartiennent qu'à l'âme errante d'un musicien oublié. Le château de Steen, perdu au cœur des plaines ventées du Nord, est une bâtisse austère aux pierres grises, dressée depuis des siècles contre le ciel changeant de Flandre. Entouré de douves stagnantes et d'arbres aux branches tordues, il semble porter le poids du passé comme une armure de silence. Les habitants du village, situés à quelques kilomètres, évitent d'en parler trop ouvertement, mais nul ne nie que ce lieu inspire une peur ancienne et viscérale. Le château fut longtemps inhabité, laissé à l'abandon après la guerre. Mais dans les années 1980, un couple venu de Lille, passionné par les vieilles pierres, décida de l'acquérir et d'y entreprendre des rénovations. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les murs qu'ils allaient raviver gardaient une mémoire intacte de ce qui s'y était joué autrefois. Très vite, les travaux prirent une tournure étrange. Les ouvriers abandonnaient leurs postes les uns après les autres, parlant de bruits sourds venus des caves, de pas dans les couloirs déserts, ou de visages fugaces aperçus derrière les fenêtres du second étage, un étage que personne n'avait encore restauré. L'un d'eux prétendit qu'une force invisible lui avait arraché son outil des mains et projeté au sol, violemment. Le couple, d'abord sceptique, commença à tenir un journal des événements. La femme se réveillait chaque nuit à la même heure, entre 2 et 3 heures du matin, avec la sensation que quelqu'un l'observait depuis l'encadrement de la porte. Le mari, quant à lui, commença à perdre le sommeil, incapable de trouver le repos dans une maison dont les murs semblaient respirer, comme si le bâtiment était encore habité par des présences invisibles. Plus troublant encore, c'était cette pièce, au fond d'une aile du château, que personne ne parvenait à ouvrir. La clé, retrouvée dans un vieux tiroir,
tournait dans la serrure sans jamais parvenir à déverrouiller la porte. Lorsqu'un artisan parvint enfin à la forcer, ils découvrirent une chambre figée dans le temps. Une coiffe de femme était posée sur un fauteuil, une robe de velours accrochée derrière une porte, et sur la table de chevet, un journal datant de 1871. Ce journal appartenait à une certaine Élise de Vry, dernière héritière de la famille qui avait habité là pendant des générations. D'après ses écrits, elle était tombée amoureuse d'un homme du peuple, un jardinier du domaine. Lorsque sa famille découvrit la liaison, elle fut enfermée dans cette pièce, condamnée à y vivre ses jours dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle y meure de désespoir. Les lignes du journal devenaient de plus en plus erratiques, comme griffonnées à la hâte, les dernières pages n'étant qu'une suite de mots illisibles, entrecoupés de taches d'encre ou de larmes. Après cette découverte, l'ambiance dans le château changea. Les bruits se firent plus insistants, comme si l'âme tourmentée d'Élise avait été réveillée par la présence des nouveaux propriétaires. Des chandelles s'éteignaient toutes seules, les portes claquaient sans courant d'air, et certains matins, ils retrouvaient les meubles déplacés, comme si la maison s'était agitée durant la nuit. Un jour, sans prévenir, le couple quitta le château, laissant tout derrière eux. Le mobilier, les livres, les objets, tout fut abandonné comme si une urgence invisible les avait forcés à fuir. Depuis, personne n'a osé y vivre à nouveau. Aujourd'hui, le château de Stein reste figé dans l'ombre de ses souvenirs. De temps à autre, des promeneurs s'approchent, attirés par la rumeur. Certains disent avoir vu une femme en robe ancienne à la fenêtre de la chambre condamnée, regardant fixement l'horizon, attendant un amour perdu dans le silence d'un château oublié. Les ruines de l'abbaye de Saint-Bertin, à Saint-Omer, sont aujourd'hui un lieu de promenade tranquille, bordé par des jardins et des espaces verts. Leurs pierres, pourtant anciennes, semblent à peine marquées par le temps. Mais, pour ceux qui savent écouter, un silence étrange plane parfois sur ce lieu. Un silence lourd de souvenirs, où l'air semble parfois se figer dans une tension surnaturelle, comme si le vent hésitait à entrer, ou comme si la lumière elle-même attendait un signe. La légende qui entoure ces ruines est celle d'un fantôme qui, selon les anciens, hante les lieux depuis des siècles. Il ne s'agit pas d'une apparition quelconque, mais d'une présence persistante, une âme qui erre, figée dans le temps, au pied de l'abbaye où elle a vécu et servi. La personne derrière cette apparition n'est pas une figure noble, ni un soldat tombé au combat. Non. C'est un moine, un simple frère qui a vécu au sein de la communauté de Saint-Bertin au Moyen Âge. Selon les récits, son nom était Lucien. Lucien était un moine dévoué, mais il portait en lui un secret lourd, une honte qu'il n'avait jamais pu effacer. Tout au long de sa vie, il avait ressenti une immense dévotion envers la foi et l'abbaye, mais il n'avait jamais pu surmonter une erreur qu'il avait commise dans sa jeunesse, bien avant son entrée dans la vie monastique. Ce secret, qu'il tentait de cacher aux yeux des autres, le rongeait intérieurement. Il se disait qu'il avait trahi les principes qu'il avait juré de défendre. Et plus il priait, plus son âme s'enfonçait dans un culte de la culpabilité. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait l'abbaye, une grave épidémie frappa la région. Des membres de la communauté tombèrent malades, et beaucoup succombèrent avant qu'un remède ne fût trouvé. Le frère Lucien, désespéré et se sentant coupable de n'avoir pas pu sauver ses compagnons, se rendit dans les ruines de l'abbaye, loin des regards. Là, dans la cour, il se laissa tomber à genoux, suppliant Dieu de lui pardonner. Il resta là pendant des heures, sous les étoiles, priant et implorant pour le salut de son âme. Il mourut cette nuit-là, seul dans la neige. Son corps fut retrouvé le lendemain matin, ses mains jointes en prière, le regard tourné vers le ciel, figé dans une expression de tourment. Depuis ce jour, on raconte que son âme ne trouva jamais le repos. Elle serait revenue, nuit après nuit, hanter les ruines de l'abbaye. Ceux qui s'aventuraient à passer par là après la tombée de la nuit affirmaient avoir vu une silhouette drapée de noir, errant entre les murs abandonnés de l'abbaye, ses pas résonnant sur les pierres froides. Les plus sensibles disaient entendre des murmures de prière, des chuchotements qui se mêlaient au souffle du vent, presque comme si l'âme de Lucien continuait de prier, éternellement, pour son propre pardon. Les témoins rapportaient que le spectre n'était ni menaçant, ni viol. Il n'était pas un fantôme qui apparaissait brusquement pour terrifier.
Il se manifestait plutôt comme une présence subtile, presque mélancolique, qui se glissait dans l'ombre, dans un silence lourd, et qui laissait une sensation étrange de sacralité non achevée, comme si le passé ne voulait pas se séparer du présent. Certains disaient que lorsque vous vous approchiez de l'abbaye, un froid soudain envahissait l'air, comme si la pierre elle-même se souvenait de ce qui s'était passé ici. Au fil des siècles, l'histoire de Lucien et de son fantôme se transmit, et ceux qui avaient l'habitude de marcher près des ruines, à la tombée de la nuit, évitaient d'y entrer une fois le crépuscule tombé. Parce que dans l'ombre des murs abandonnés, certains sentaient encore l'appel de la prière de ce moine, perdu dans sa quête de rédemption, errant pour l'éternité. Aujourd'hui, l'abbaye de Saint-Bertin est un site historique, un lieu de tranquillité et de beauté. Mais pour ceux qui savent écouter, il arrive que, dans le souffle du vent, entre les murs silencieux, une voix faible, presque inaudible, se fasse entendre, murmurant encore un nom oublié, une prière jamais achevée. Il ne vient pas par la porte. Il ne se glisse pas par la fenêtre. Le cauchemar ne marche pas, ne vole pas, ne rampe même pas. Il tombe, comme une ombre liquide, sans forme définie, à l'instant précis où le sommeil bascule du côté obscur. Pas le sommeil léger, pas les rêves flous de début de nuit. Non. Le cauchemar surgit au milieu, quand le corps est lourd, totalement immobile, et que l'esprit flotte entre deux eaux, incapable de distinguer le vrai du faux. On dit qu'il s'installe sur la poitrine des dormeurs. Pas brusquement. Il s'installe comme un poids lent, presque imperceptible au début, mais qui devient de plus en plus présent. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, s'asseyait là, juste au centre du torse. Cela commence par une sensation de gêne. Puis une oppression. Puis un étranglement invisible. Le souffle devient court, les bras inertes. Les yeux parfois s'ouvrent, mais le corps reste prisonnier, comme figé dans un cauchemar dont on ne peut s'extirper. Les anciens du Pas-de-Calais l'appellent le cauchemar, contraction de cauchemar, mais aussi proche de coquemar, la vieille marmite de fonte qu'on posait autrefois sur le feu. Et c'est bien cette idée qui persiste, celle d'être enfermé, bouilli, oppressé de l'intérieur. Certains l'ont vu. Ou croient l'avoir vu. Une silhouette indistincte. Parfois une forme noire, aux contours flous, aux bras démesurés. Parfois un être sans visage, aux yeux creux comme de pluie. Parfois rien du tout. Juste une présence, écrasante et froide, qui vous regarde de si près qu'on la sent respirer à travers la peau. Ce qui terrifie n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on ressent, la certitude que quelque chose est là, tout près, sans pouvoir crier, sans pouvoir bouger. Les témoignages sont toujours les mêmes, d'un village à l'autre, d'un siècle à l'autre. Le cauchemar ne fait pas de distinction, jeune ou vieux, croyant ou non, il choisit au hasard. Il frappe par cycle. Plusieurs nuits d'affilée, puis disparaît pendant des mois. Il revient sans avertir, souvent à des périodes où l'esprit est fragilisé, fatigue extrême, chagrin, stress, solitude. Il se nourrit du vide. Il s'installe dans les interstices de l'âme. Certains disent que c'est un esprit ancien, l'ombre résiduelle d'un mort mal enterré, ou d'un sorcier oublié. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une création de l'esprit humain, une manifestation du subconscient. Mais même ceux qui croient en la science ont du mal à expliquer pourquoi le même phénomène se répète, toujours, au même endroit, dans ces villages du Nord, depuis si longtemps. Pourquoi les enfants, dès le plus jeune âge, connaissent son nom sans l'avoir jamais appris. Il n'y a pas de remède certain. Certains placent un fer à cheval sous le lit. D'autres laissent une lampe allumée toute la nuit. Mais personne ne peut empêcher complètement le cauchemar de revenir. Il est patient. Il attend. Il connaît la porte entre le monde des vivants et celui des rêves. Et quand tout est silencieux, quand la nuit est lourde et qu'aucun son ne brise le noir, il revient. Sans bruit. Sans forme. Et il s'assoit. Les batteux ne hurlent pas. Ils ne grondent pas, ne griffent pas. Ils frappent. C'est leur signature, un coup sourd contre une poutre, un martèlement rythmique sur une porte pourtant fermée, des chocs secs sur les murs, toujours au même endroit,
comme un tambourinage insistant. Au départ, on croit à un courant d'air, à la charpente qui travaille, à une vieille plomberie capricieuse. Mais très vite, on se rend compte que les coups ont une intention. Une volonté propre. Et surtout, qu'ils répondent. Dans les fermes isolées du Pas-de-Calais, les anciens racontent que les batteux se manifestent lorsque l'équilibre d'un lieu est rompu. Une querelle violente entre membres de la famille. Un objet ancien déplacé sans respect. Un secret enfoui trop longtemps. Ils ne viennent pas par hasard, ni même par vengeance. Ils viennent pour rappeler quelque chose. Un événement oublié. Une dette non réglée. Un silence trop lourd. On les entend d'abord la nuit. Jamais le jour. Au moment où la maison s'apaise, que les lumières s'éteignent une à une, et que les dernières braises crépitent doucement dans l'âtre. Le premier bruit est souvent discret, un toc contre le mur du salon, ou un claque sous le plancher. Puis ça recommence, ailleurs, plus fort, plus net. Toujours irrégulier, comme si la maison elle-même exprimait un langage perdu. Ce qui trouble les habitants, ce n'est pas seulement le bruit. C'est ce qui l'entraîne. Des objets changent de place. Des tiroirs se retrouvent ouverts le matin. Une chaise, repoussée contre la table la veille, se retrouve face à la porte d'entrée. Les pendules s'arrêtent parfois à l'heure exacte des coups, et le feu s'éteint sans raison, comme si l'air de la maison avait été aspiré d'un coup. Les animaux sont les premiers à sentir la présence. Les chats refusent d'entrer dans certaines pièces. Les chiens se mettent à gémir devant des coins vides. Les familles touchées par les batteux changent sans s'en rendre compte. Le sommeil devient rare, léger. On évite certains couloirs. On parle moins fort. Les enfants cessent de jouer dans le grenier ou la cave. Une tension flotte, comme une nappe de poussière qu'on n'arrive plus à balayer. Parfois, les phénomènes cessent aussi soudainement qu'ils ont commencé. Sans explication. D'autres fois, ils persistent pendant des années, jusqu'à ce que les habitants cèdent et quittent la maison, laissant derrière eux un lieu rempli d'échos. Un ancien fermier du côté de Saint-Paul-sur-Ternoise disait que les batteux ne s'en allaient jamais vraiment. Ils dormaient simplement, attendant la prochaine faille, le prochain déséquilibre. Car ils ne sont pas des fantômes au sens classique. Ils sont le bruit de ce qui n'a pas été dit. La vibration de ce qui doit être réparé. Certains prêtres osaient autrefois bénir les maisons, récitant des prières dans chaque pièce en murmurant à voix basse. D'autres conseillaient de suspendre un objet en fer forgé dans le grenier ou de faire brûler du laurier aux quatre coins de la demeure. Mais aucune méthode n'est infaillible. Car les batteux ne sont pas liés à un lieu en particulier. Ils sont liés à l'histoire, et l'histoire, elle, laisse des traces bien plus profondes que la pierre ou le bois. Aujourd'hui encore, dans certaines maisons anciennes du Pas-de-Calais, il arrive qu'un coup se fasse entendre. Justin. Bref. Sec. Personne n'ose rien dire. On se regarde. On écoute. Et on attend. Parce que parfois, ce n'est qu'un craquement. Et parfois, c'est un batteux qui revient. À quelques kilomètres d'Arras, sur une colline qui domine la campagne ondulée, se dressent deux blocs de pierre, isolés, érodés par le vent et le temps. Les habitants de Mont-Saint-Éloi les appellent les pierres jumelles. Elles sont là, depuis des siècles, impassibles et muettes, comme deux sentinelles plantées sur le flanc de la colline. Peu de gens s'y attardent. Ceux qui connaissent l'histoire, surtout les plus anciens, baissent instinctivement les yeux en les approchant. On dit qu'autrefois, bien avant les guerres, bien avant même que l'abbaye de Mont-Saint-Éloi ne devienne ruine, ces terres étaient le théâtre d'une histoire tragique. Celle de deux sœurs, inséparables depuis leur naissance, liées par un amour fraternel intense et une passion commune, la danse. Elles vivaient dans un hameau voisin, dans une maison modeste, sous la garde d'une tante pieuse et sévère. Le dimanche, toute la famille se rendait à la messe à l'abbaye, comme le voulait la tradition. Mais les deux jeunes filles, en pleine adolescence, avaient pris l'habitude de s'éclipser discrètement. Tandis que la tante priait, elle fuyait par les chemins creux, glissait entre les buissons et rejoignait une clairière cachée derrière les hauteurs de Mont-Saint-Éloi. Là, loin des regards, elle dansait.
Pieds nus dans l'herbe, cheveux défaits, elle tournait sur elle-même comme emportée par une joie pure, instinctive, presque sauvage. Elle dansait sans musique, juste guidée par le vent et les chants des oiseaux, dans une liberté rare et totale. C'était leur rituel. Leur secret. Leur souffle de vie. Mais un jour, la tante les suivit. Ce dimanche-là, le ciel était limpide. Le vent léger. Les cloches sonnaient la grand-messe, et comme à leur habitude, les deux sœurs s'étaient éclipsées. Elles dansaient déjà depuis plusieurs minutes quand leur tante surgit au bord de la clairière, le regard brûlant d'une colère mêlée de honte et de dévotion. Elle prononça une prière. Et dans cet élan de rage religieuse, elle leva les bras au ciel. C'est alors que tout bascula. Une nuée de nuages noirs apparut, rapide, presque irréelle, comme invoquée par la réprimande. La lumière changea brutalement, et la terre sembla vibrer sous les pieds des deux jeunes filles. Un souffle glacé balaya la clairière. En une seconde, elles furent figées dans leurs mouvements, les bras encore levés, les corps arqués dans leur élan. Et dans un silence terrifiant, elles furent changées en pierre. Deux formes, côte à côte. Légèrement inclinées l'une vers l'autre. Figées à jamais dans l'instant même de leur joie. Leur visage, dit-on, était encore reconnaissable dans les premières années, marqué par une expression de surprise mêlée à la grâce. La tante, dit-on, retourna vivre à l'abbaye. Elle ne prononça plus jamais un mot. Elle nettoyait les escaliers du cloître, les mains calleuses, les yeux perdus dans une prière intérieure sans fin. Certains moines disaient qu'elle passait ses nuits à genoux, suppliant le ciel d'annuler ce qu'elle avait involontairement déclenché. Mais les pierres restèrent. Encore aujourd'hui, elles dominent les plaines du haut de leurs collines, battues par les vents du nord. Certains randonneurs, en les approchant, affirment ressentir une sensation étrange. Comme si le sol vibrait doucement, ou que l'air autour des pierres était plus dense. D'autres disent que, certaines nuits d'été, quand la lune est pleine et que l'herbe bruisse sous la brise, les pierres émettent un son faible, presque imperceptible, semblable au froissement de pas dans l'herbe ou à un souffle de robe qui tournoie. Mais personne ne danse plus là-haut. Personne n'ose. Parce que ces pierres ne sont pas simplement des roches. Elles sont la mémoire d'une punition, le poids d'un interdit. Une beauté figée dans la pierre, pour avoir osé vivre librement, un jour de repos sacré. À l'orée du village de Bavelincourt, dans la campagne douce de la Somme, se dresse une pierre étrange. Haute d'environ 2 mètres, rugueuse, légèrement penchée, elle est plantée au milieu d'un champ, seule, sans panneau, sans inscription. Les gens du coin l'appellent simplement la pierre d'Obliquant. Une silhouette de granit, veillant sur les terres comme une gardienne muette. Mais ceux qui la connaissent vraiment ne s'y approchent jamais la nuit. Car la légende dit que cette pierre n'est pas immobile. Qu'elle parle. Et parfois même, bouge. On raconte que, bien avant que les villages ne prennent racine dans cette plaine, ces terres étaient fréquentées par des êtres que l'on n'ose plus nommer, les fées, les sorciers, et d'autres créatures dont les récits se sont estompés avec le temps. La pierre d'Obliquant aurait été leur lieu de rassemblement, un point de convergence énergétique, un hôtel naturel entre le visible et l'invisible. La nuit, lorsque la lune est ronde et le ciel clair, on dit que les fées s'y réunissaient, dansant autour du menhir en formant une ronde silencieuse, leurs pieds ne touchant que rarement le sol. Parfois, des sorciers s'y joignaient, récitant des incantations dans une langue oubliée, traçant des cercles autour de la pierre avec de la cendre ou du sel. Ce n'était pas un lieu maléfique, mais un lieu chargé, un nœud de forces anciennes, puissantes, indomptées. La pierre, dans ces moments-là, palpitait. Son cœur de roche semblait battre au rythme des chants et des pas. Elle émettait une vibration sourde, à peine perceptible, qui faisait trembler l'herbe à son pied. Certains affirmaient qu'elle se penchait légèrement, comme pour écouter, ou pour répondre. Mais le monde changea. Les églises furent construites, les arbres abattus, les rites oubliés. Peu à peu, la pierre fut laissée seule. Pourtant, elle ne cessa jamais d'exister. Au fil des siècles, des témoignages continuèrent d'émerger.
Un berger prétendit que ses moutons refusaient de paître à moins de 10 mètres du menhir. Un enfant, égaré un soir d'été, raconta avoir vu une lumière bleue flotter au-dessus de la pierre. Une jeune femme, venue y prier pour retrouver un amour perdu, revint en larmes, affirmant avoir entendu des murmures s'élever du sol. Mais le plus troublant, c'est cette tradition orale qui persiste dans certaines familles de Bavelincourt. La nuit du solstice d'été, à minuit exactement, la pierre d'Obliquant se mettrait à tourner lentement sur elle-même, comme poussée par une volonté invisible. Elle ne ferait qu'un quart de tour, avant de s'immobiliser à nouveau. Ceux qui l'ont vue ne disent rien. Mais leurs silences sont plus éloquents que n'importe quel récit. Avec le temps, les habitants ont appris à respecter la pierre. Elle n'est pas vénérée, ni redoutée. Elle est tolérée, comme une présence ancestrale qu'on ne dérange pas. Les enfants sont mis en garde, ne pas jouer autour. Ne pas y grimper. Ne pas y jeter de cailloux. Ce ne sont pas des superstitions pour les touristes. Ce sont des règles, gravées dans l'instinct local, aussi profondes que les racines d'un vieux chêne. Parfois, au cœur de certaines nuits, alors que tout semble endormi, un frémissement trouble la plaine. Une brise venue de nulle part fait frissonner les arbres. Et dans le silence absolu, si longtemps l'oreille assez longtemps, il se pourrait qu'on entende un murmure. Celui d'une pierre vivante, encore habitée par les anciens, encore vibrante de ce que le monde a tenté d'oublier. Dans les champs paisibles de Sailly-en-Ostrevent, dans le Pas-de-Calais, il existe un lieu singulier, presque banal aux yeux non avertis, un alignement de cette pierre dressée, usée par le vent et le temps, plantée là comme les restes d'un monument oublié. Mais ceux qui vivent ici depuis longtemps savent que ces pierres ne sont pas de simples blocs. Elles ont une histoire, figées dans leur silence, pétrifiées dans leur forme. On les appelle les 7 bonnettes. Cette pierre au contour vaguement humain. Trop régulière pour être naturelle, trop irrégulière pour avoir été taillée par la main de l'homme. On dit qu'elles sont là depuis des siècles, peut-être même depuis le haut Moyen-Âge. Personne ne sait vraiment. Et pourtant, tous savent ce qu'elles sont censées représenter. La légende raconte qu'il y a fort longtemps, un dimanche matin, alors que le village tout entier s'apprêtait à se rendre à la messe, 7 jeunes filles décidèrent de défier l'ordre établi. Elles étaient insouciantes, vibrantes de jeunesse, et portées par un vent de rébellion. Plutôt que de marcher vers l'église, elles prirent le chemin opposé et s'en allèrent dans les prés, là où l'herbe était haute et la lumière dorée. Avec elles, un jeune homme, musicien du village, les suivait, son violon sous le bras, aussi fou de musique qu'épris de l'une d'elles. Sous un grand ciel clair, au milieu des coquelicots et des bleuets, elles dansèrent. Pas une simple ronde enfantine, non, une vraie danse, libre, sauvage, rythmée par les accords du violon, qui semblait jouer sans jamais s'arrêter. La terre résonnait sous leurs pas. Le vent tournait dans leurs cheveux. Et au loin, les cloches sonnaient l'office, ignorées. Mais la joie fut de courte durée. Car dans cette époque où le dimanche était sacré, danser au lieu d'aller à l'église était une offense directe à Dieu, une provocation aux yeux des anciens. Et dans les traditions les plus enracinées, certaines fautes ne restaient pas impunies. On raconte que le ciel s'assombrit soudainement. Que le vent s'arrêta net. Que le violon cessa de jouer sans que le musicien ne comprenne pourquoi. Puis, un grand silence s'abattit. Les jeunes filles se figèrent, les bras encore levés, les pieds suspendus dans leur élan. Le violoniste sentit une brûlure dans ses mains, comme si son instrument lui échappait. Et en un éclair, le châtiment tomba. Leurs corps se rigidifièrent, leurs traits s'effacèrent, et sous leurs pieds, l'herbe se flétrit. En quelques secondes, ils furent transformés en pierre. 7 pour les danseuses, 1 pour le musicien. Là, au milieu du champ, à la vue de tous. Témoin éternel d'une insouciance jugée sacrilège. Depuis ce jour, les pierres ne bougent plus. Elles restent là, battues par les pluies, caressées par les saisons. Mais il existe des récits, des murmures, presque, qui disent que certains soirs, quand le vent souffle d'une manière bien particulière, on peut entendre une note de violon, très lointaine, portée par l'air. Un son triste, mélancolique,
qui semble chercher quelque chose ou pleurer ce qu'il a perdu. D'autres racontent que lors des veilles de Pentecôte, si l'on s'approche des pierres en silence, on ressent comme une vibration, un frémissement très léger, venu du sol. Comme si, sous la surface, les danseuses attendaient que la malédiction se brise, ou que quelqu'un ose, à nouveau, faire résonner la musique. Mais personne n'ose vraiment. Pas par peur de Dieu, plus maintenant. Mais par respect. Parce que ces pierres ne sont pas seulement des vestiges du passé, elles sont les gardiennes d'une histoire que la Terre n'a jamais voulu oublier. Le mont Ganelon n'est pas une montagne au sens imposant du terme. C'est une colline, modeste en hauteur, mais vaste, large comme un dos de géant endormi, couvert de forêts et de silence. Elle se dresse au cœur de l'Oise, entre des vallons tranquilles et des terres agricoles paisibles. Mais sous son apparence ordinaire, elle cache l'ombre d'un un nom qui, à lui seul, évoque la honte et la perfidie, Ganelon, le traître. C'est là, dit-on, que se seraient déroulés des rites anciens, bien avant l'arrivée du christianisme. Le mont aurait été un lieu de culte druidique, un sanctuaire naturel, éloigné du monde des hommes. Les druides y montaient pour célébrer les solstices, offrir des sacrifices à la terre, et prononcer des serments secrets. Des cercles de pierre y auraient été dressés, aujourd'hui disparus, peut-être dissimulés sous les racines profondes. La colline serait alors devenue un haut lieu de puissance, saturé d'énergies anciennes, indomptables. Mais c'est au Moyen-Âge que le nom de Ganelon vient s'y greffer, comme une écharpe dans le mythe. Dans la célèbre chanson de Roland, Ganelon est celui qui trahit son neveu, le preux Roland, livrant son armée à l'ennemi sarrasin lors de la bataille de Roncevaux. Un acte abject, motivé par l'orgueil, la rancune, peut-être même la peur. Ce personnage de légende serait, selon certaines traditions locales, originaire de la région. Et c'est sur ce mont, solitaire et reculé, qu'il se serait rendu pour conclure son pacte secret. Une nuit sans lune, alors que la forêt était plongée dans un silence de tombe, Ganelon aurait gravi la colline seul, portant avec lui une dague, un parchemin, et son pacte avec les forces obscures. Certains disent qu'il n'a pas seulement trahi les siens auprès des hommes, mais qu'il a offert quelque chose de plus profond, un morceau de lui-même, pour s'assurer que son acte est un poids irréversible. Là-haut, au sommet, il aurait prononcé des mots oubliés, écrit son nom avec du sang sur la pierre, et enterré son arme dans la terre. Depuis ce jour, le mont Ganelon porte sa marque. Les arbres y poussent différemment, tordus, comme si le vent ne savait jamais vraiment d'où souffler. Les animaux évitent les hauteurs, préférant les bords du bois. Et surtout, les promeneurs qui s'y aventurent seuls, surtout au crépuscule, reviennent changés. Non pas blessés, ni effrayés, mais troublés. L'esprit brumeux, les pensées floues. Certains disent avoir ressenti une pression étrange dans la poitrine, comme si un serment oublié leur pesait sans qu'ils en connaissent la nature. D'autres affirment avoir entendu des murmures au sommet, portés par un vent sans direction. Les rares fouilles menées sur place n'ont jamais rien révélé de concret. Mais les rumeurs continuent, portées de génération en génération. Les enfants apprennent tôt à ne pas jouer là-bas. Les anciens, eux, refusent d'y monter, même en plein jour. On dit que la trahison laisse une trace, plus profonde que le sang. Et que le mont Ganelon est devenu un lieu où les serments non tenus, les pactes brisés et les fautes impardonnables s'entassent dans la terre, comme des racines invisibles. Alors la colline reste là, muette, couverte de mousse et de silence. Et sous les feuilles, sous la terre, peut-être repose encore la dague de Ganelon, celle qui a scellé la chute d'un héros, et gravé dans le sol le poids éternel de la trahison. Dans un petit village du Pas-de-Calais, près des champs et des pâtures, se trouve une pierre étrange, presque hors de place. Elle est grande, plate, presque parfaitement ronde, et repose au milieu d'un champ bordé de haies et de buissons touffus. Les villageois l'appellent le Gall de Gauchin-le-Gall, et aucun d'eux ne pourrait dire exactement d'où elle vient ni pourquoi elle est là. Ce qui est certain, c'est que cette pierre n'a pas été déposée par l'homme. Le Gall de Gauchin-le-Gall a toujours été un mystère. On raconte que des siècles auparavant, un moine, en parcourant la région,
aurait croisé la pierre dans ce même champ. Intrigué par sa forme parfaite et son étrange présence, il aurait décidé de l'étudier. Ce qu'il découvrit aurait bouleversé sa foi et ses convictions. Le moine, fasciné par la pierre, écrivit dans ses mémoires que la pierre bougeait. Pas par magie, pas par le vent, mais par une force propre. Il parla de nuit où il apercevait la pierre se déplacer lentement, souvent sous la couverture de la nuit noire, glissant silencieusement sur le sol, comme un serpent venant de terre. Depuis ce jour, personne ne se souvint du moine, ni de ses écrits. La pierre, apparemment inoffensive, demeura un sujet de discussion dans les villages voisins. La légende s'installant lentement. Parfois, des témoins affirment avoir vu la pierre dans des endroits différents le matin, comparé à la veille. Comme si, au cours de la nuit, elle se déplaçait sans raison apparente. Mais cela restait un phénomène inexpliqué, presque incompréhensible, qu'aucune science ne pouvait justifier. Les anciens du village racontent souvent l'histoire d'un fermier qui, un soir d'hiver, s'aventura dans le champ près de la pierre. Alors qu'il marchait sous la lueur pâle de la lune, il sentit une étrange pression dans l'air. Quand il tourna au coin du champ, il aperçut la pierre, mais à un endroit où elle ne se trouvait pas la veille. Il s'approcha alors et posa une main sur elle. Il jura qu'à cet instant précis, la pierre sembla vibrer sous ses doigts. Il se hâta de s'éloigner, une peur irrationnelle s'emparant de lui. Il retourna chez lui, mais lorsqu'il en parla, personne ne le crut. Les événements inhabituels se multiplièrent au fil des ans, comme une malédiction secrète qui s'était emparée de la région. Les rares personnes qui tentaient de toucher la pierre ressentaient une sensation étrange, une force invisible qui semblait repousser, les forçant à s'éloigner, comme si la pierre voulait les garder à distance. Même les animaux l'évitaient. Aucun chien, aucun chat ne s'approchait jamais de cet endroit. Aujourd'hui, la pierre repose toujours là, dans le champ de Gauchin-le-Gall, recouverte par des lianes, battue par la pluie et la neige. Mais certains jurent qu'elle se déplace encore. La nuit, quand tout est calme et que le vent se lève, elle glisse lentement, imperceptiblement, suivant une ligne invisible, comme si elle avait une mission, un but. Personne n'a jamais compris pourquoi elle bouge, ni ce qu'elle cherche. Peut-être est-elle une trace d'un autre temps, une mémoire laissée par ceux qui ont foulé ces terres avant nous. Ou peut-être est-elle, simplement, un mystère qu'il n'est pas donné à l'homme de comprendre. Ce qui est certain, c'est que ceux qui osent s'aventurer trop près, qui tentent de découvrir ce secret, finissent toujours par se perdre dans leur propre peur. Le Gall de Gauchin-le-Gall semble garder un poids de secret, un fardeau que seule la pierre porte, inerte mais mouvante, dans le silence des nuits. La mer des Flines n'est pas une mer, du moins pas dans le sens habituel du terme. C'est une étendue d'eau douce, un marais, situé non loin de la frontière entre le Pas-de-Calais et le Nord. Le nom de ce lieu évoque, à la fois, la sérénité de la nature et la menace latente d'un abîme silencieux. La mer des Flines s'étend paisiblement entre des champs de roseaux, des arbres tombés et des ruisseaux qui serpentent sous un ciel souvent brumeux. Mais ceux qui connaissent la région savent qu'il ne faut jamais sous-estimer ce marais. Ceux qui s'y sont aventurés, et qui n'ont pas su en repartir, en témoignent. Il y a plusieurs siècles, la mer des Flines était un lieu de passage incontournable pour les commerçants et les voyageurs. Le marais était traversé par des sentiers battus, reliant les petites communautés rurales entre elles. Mais les disparitions commencèrent bientôt à se multiplier. Les premiers récits, datant du Moyen Âge, parlent de marchands, de fermiers et de jeunes enfants qui se sont aventurés à travers les marécages et qui ne sont jamais revenus. Ce n'était pas de simples disparitions. Ceux qui se risquaient trop près des eaux affirmaient entendre des voix étouffées, des gémissements faibles portés par le vent. Certaines personnes ont même rapporté des bruits de pas, comme si des ombres invisibles se déplaçaient parmi les roseaux. L'un des plus célèbres cas remonte à la fin du XVIIe siècle, lorsqu'un groupe de paysans, en rentrant d'un marché local, s'éloigna des sentiers habituels et se dirigea vers le marais pour prendre un raccourci. Ce groupe n'a jamais été retrouvé. Leurs chevaux et leurs charrettes furent retrouvés abandonnés à l'orée du marais, mais les paysans, eux, semblaient avoir disparu dans l'air même, comme si le sol les avait engloutis. À partir de ce moment-là, la rumeur grandit, et un sentiment d'étrangeté se répandit parmi les habitants.
Des anciens racontent qu'à certains soirs d'orage, les vents soufflent si fort qu'ils arrondissent les roseaux, formant des vagues d'eau qui semblent se mouvoir comme la mer elle-même. Et parfois, pendant les nuits particulièrement sombres, certains disent apercevoir des silhouettes floues se déplaçant lentement dans les brumes, comme si les âmes perdues des disparus flânaient encore dans ce lieu. Le plus mystérieux, cependant, réside dans les lueurs qui apparaissent la nuit. Des témoins affirment avoir vu, à plusieurs reprises, une lumière étrange, semblable à celle d'une lanterne, se déplacer à travers les roseaux. D'autres disent que ces lumières se forment en cercle parfait, comme si des formes invisibles dansaient dans la brume. Ces lumières ne sont jamais suivies par des bruits, ni de voix, mais il est dit que celles et ceux qui ont essayé de s'approcher trop près en ont été effrayés, ressentant un froid glacial, comme si la nature elle-même les rejetait. Il est également raconté qu'un prêtre local, curieux des événements étranges, tenta de consacrer le marais, pensant qu'une force maléfique s'y était installée. Mais dès qu'il atteignit le centre du marais, il s'effondra soudainement, tombeur de sa chaise sans raison apparente. Lorsqu'il se releva, son regard était vide, comme s'il avait vu quelque chose au-delà du monde tangible. À partir de ce jour-là, il ne parla plus jamais du marais et se retira dans un monastère, loin de tout. La mer des Flins a depuis longtemps cessé d'être un lieu de passage. Les habitants des villages voisins évitent de s'y aventurer, même en plein jour. Les routes qui menaient au marais ont été abandonnées, et la végétation a réclamé de plus en plus de terrain. Aujourd'hui, la mer des Flins est un lieu oublié, un marais qui semble se refermer sur les secrets qu'il garde. Les rares promesses qui osent s'y aventurer reviennent souvent en proie à des frissons inexplicables, et bien que les disparitions ne soient plus aussi fréquentes, le mystère qui entoure cet endroit ne s'est jamais dissipé. Il existe toujours cette crainte persistante, et si le marais ne vous laissait pas partir? Si les âmes des disparus s'étaient emparées des lieux, figés dans un cycle éternel, cherchant à attirer d'autres âmes perdues dans son gouffre silencieux? La mer des Flins, avec son calme trompeur, semble encore cacher quelque chose de plus profond, un secret que la brume et l'eau refusent de révéler. Dressé face à la mer, haut et impassible, le phare de Calais perce les brumes de la Manche depuis près de 2 siècles. Sa lumière blanche, régulière et rassurante, a guidé d'innombrables navires à travers les tempêtes et les nuits noires du détroit. Pourtant, derrière cette fonction noble et silencieuse, le phare est aussi le théâtre d'une histoire plus sombre, dont peu osent parler à haute voix. Tout commença au milieu du XIXe siècle, à une époque où le phare était gardé jour et nuit par une poignée de veilleurs solitaires. L'un d'eux, un marin nommé Auguste Delmar, était connu pour son dévouement sans faille. Il montait et descendait les 271 marches de la tour comme on récite une prière, méthodiquement, chaque jour, peu importe la saison ou l'heure. Il vivait seul dans les quartiers exigus aménagés à la base du phare, coupé du monde, et semblait ne jamais s'en plaindre. Un hiver particulièrement rude frappa la région. Les tempêtes se succédaient, la mer devenait une bête furieuse qui rugissait contre les quais, et les navires s'échouaient comme des coquilles vides, brisés contre les rochers. Auguste, épuisé, refusait de quitter son poste, même lorsque la ville proposa d'envoyer un remplaçant. Il disait qu'il sentait que quelque chose allait arriver, et que le phare ne devait pas s'éteindre, coûte que coûte. Quelques jours plus tard, après une nuit de vent hurlant et de pluie battante, la lumière du phare cessa subitement de tourner. Les habitants de Calais, inquiets, envoyèrent une équipe pour comprendre ce qui s'était passé. Lorsqu'ils atteignirent le sommet de la tour, ils trouvèrent le corps d'Auguste affalé contre la rampe métallique, les yeux ouverts, fixant la mer. Il était mort sans une blessure, sans une trace de violence, comme si la mer elle-même l'avait vidé de toute énergie. Ce fut à partir de là que les phénomènes commencèrent. Les gardiens suivants, bien que plus jeunes et formés, refusaient souvent de rester seuls dans le phare pendant la nuit. Ils parlaient de bruits de pas dans l'escalier, réguliers, montant ou descendant, toujours en boucle. Parfois, une brume intérieure se formait dans la lanterne même, alors que l'air était parfaitement sec dehors. Les appareils de navigation se déréglaient étrangement à l'approche de la tour, comme si une force invisible brouillait les signaux. Plus inquiétants encore étaient les récits des pêcheurs, qui, certains soirs, voyaient une seconde lumière apparaître au sommet du phare, plus faible, plus vacillante,
qui clignotait sans suivre le rythme habituel. Lorsqu'il s'en approchait, il n'y avait rien. Rien que la lanterne, vide, et la mer qui se retirait dans un murmure. Certains disaient que c'était le signal d'Auguste, revenu d'entre les morts, continuant sa tâche au-delà de la vie. Une rumeur finit par s'imposer dans la région, on disait que les âmes des marins disparus en mer, surtout ceux qui s'étaient échoués durant la grande tempête de cet hiver-là, revenaient hanter le phare. Ils cherchaient la lumière qu'ils n'avaient pas pu suivre, appelée par cette tour qui, ce soir-là, s'était tue. Aujourd'hui, le phare de Calais est automatisé. Il n'y a plus de gardien. Plus personne n'habite ces couloirs étroits où ne montent les marches en colimaçon. Mais certains soirs, quand la mer se lève et que le ciel se couvre d'un voile d'encre, des curieux affirment entendre des bruits dans la tour. Des pas. Un gémissement. Le grincement d'une porte qu'on n'ouvre plus. Et parfois, une lumière, vacillante et lointaine, se superpose à la véritable lueur du phare, comme un clin d'œil d'un veilleur d'un autre monde, fidèle à son poste pour l'éternité. Dans les campagnes reculées du Pas-de-Calais, là où les haies sont épaisses, les chemins de terre sinueux et les maisons éparpillées comme des îles solitaires, une histoire circule depuis des générations. Elle est transmise à voix basse, le soir, à la lueur vacillante d'une lampe ou d'un feu de cheminée. Ce n'est pas une histoire qu'on lit. C'est une histoire qu'on ressent. Une histoire qu'on utilise pour faire taire les enfants ou les protéger. La grand-mère à chien, c'est ainsi qu'on l'appelle. Elle aurait été autrefois une femme du village, vieille, recluse, vivant seule à la lisière d'un bois aux arbres torsadés. Sa maison était à moitié ensevelie sous la mousse, les volets toujours clos, les herbes folles envahissant le sentier. On disait qu'elle n'allait jamais au marché, ne fréquentait ni l'église ni les vivants. Sa seule compagnie, c'était une meute de chiens. Pas des chiens ordinaires. Des bêtes étranges, silencieuses, maigres, au pelage noir ou gris, aux yeux trop fixes, comme si quelque chose d'humain s'y dissimulait. Les anciens disaient qu'elle parlait à ses chiens dans une langue que personne ne comprenait. Que les bêtes l'écoutaient et obéissaient. Qu'ils comprenaient non seulement ses mots, mais aussi ses pensées. Certains affirmaient les avoir vus rôder près des maisons, les nuits sans lune, comme s'ils cherchaient quelque chose ou quelqu'un. Puis des enfants commencèrent à disparaître. Pas en masse, non. Juste un ici, un là. Un petit qui traînait trop tard dans les champs. Une fillette partie seule chercher de l'eau. À chaque fois, les parents fouillaient les bois, les ruisseaux, les granges. En vain. Aucun cri, aucune trace. Rien, sauf parfois, une empreinte de pattes, étrange, plus grande que la normale, trouvée près d'une barrière forcée ou d'un jouet abandonné. La peur gagna le village. On enfermait les enfants à la tombée du jour. On clouait des croix sur les portes. Et toujours, dans les murmures, le même nom revenait, la vieille femme du bois, celle avec ses chiens. Puis un jour, sa maison brûla. Un feu violent surgit sans raison, réduisant en cendres la masure et les arbres alentour. On ne retrouva aucun corps, ni celui de la femme, ni ceux de ses chiens. Juste des pierres noircies, des poutres effondrées, et un silence oppressant. Le lendemain, la pluie tomba, lavant les traces, comme pour clore un chapitre. Mais ce n'était pas la fin. Les années passèrent, la vieille maison fut oubliée, recouverte par les ronces. Pourtant, encore aujourd'hui, certains enfants affirment voir une silhouette dans les bois, une forme courbée, avançant lentement, suivie de plusieurs chiens sans collier. Ils disent que les bêtes n'aboient pas. Qu'elles regardent. Longtemps. Et qu'une fois le regard croisé, on ne les oublie jamais. Des adultes racontent avoir entendu des grognements derrière les haies alors qu'ils rentraient tard chez eux. D'autres ont trouvé des marques de griffes sur leurs portes. Rien d'explicable. Rien d'assez tangible pour alerter la gendarmerie. Juste une impression persistante qu'une vieille menace rôde encore, tapie entre les branches et les souvenirs. Alors, dans le Pas-de-Calais, certains parents disent encore à leurs enfants de ne pas sortir après la tombée du jour. Pas parce qu'ils croient vraiment à la grand-mère à chien. Mais parce que, dans le fond, personne n'est tout à fait sûr qu'elle ait vraiment disparu.
Ils n'ont pas de nom unique. Pas de visage fixe. Pas de voix que l'on puisse reconnaître. Les croque-mitaines du Nord sont des formes mouvantes, masquées, qui hantent depuis des siècles l'imaginaire des enfants du Nord de la France. Ils ne vivent pas dans une maison particulière, ni même dans un bois. Ils vivent dans la peur elle-même, dans ce moment où l'enfant hésite entre l'obéissance et l'insolence, entre la porte ouverte et le couvre-lit tiré jusqu'au menton. Dans les campagnes flamandes, on les décrivait parfois comme de grands hommes aux bras démesurés, vêtus d'un manteau noir, le chapeau rabattu sur les yeux. Ailleurs, ils prenaient l'apparence de femmes voûtées, enveloppées de haillons, avec un grand sac tissé dans lequel elles jetaient les enfants qui traînaient trop tard hors de chez eux. Dans certains villages, ils n'étaient ni hommes, ni femmes, mais des créatures sans forme, qui surgissaient des placards, des caves ou des puits, toujours à la tombée du jour. Ce qui rend les croque-mitaines si redoutables, c'est qu'ils changent selon les histoires. Ils sont des caméléons de l'angoisse, adaptant leur apparence aux peurs de chacun. À un enfant désobéissant, ils apparaîtront comme une ombre tapie dans l'angle d'une chambre. À une fillette curieuse, ils se présenteront comme une silhouette difforme derrière la vitre, immobile mais terriblement présente. À d'autres, ils ne se manifesteront que par des sons, des grattements sous le lit, des pas dans le grenier, ou un souffle glacé au creux de l'oreille. On dit que leur domaine commence là où s'arrête la lumière. Ils n'ont pas besoin de porte pour entrer, ni de clé pour forcer un verrou. Ils passent à travers les failles, dans les murs, dans les habitudes, dans l'attention. Ils se glissent là où les adultes ne regardent plus, là où la vigilance s'estompe. Il n'y a pas de récit officiel sur leur origine. Certains pensent qu'ils sont nés de la peur ancestrale du noir, que chaque culture leur a donné un nom différent, le bogeyman, le bonhomme 7 heures, le croque-mitaine. Mais dans le Nord, leur réputation est plus enracinée, plus viscérale. C'est une peur utile, presque pédagogique. Les anciens s'en servaient pour protéger les enfants, leur apprendre à rentrer avant la nuit, à ne pas s'éloigner seuls, à respecter certaines règles simples, mais vitales. Car la nuit, disait-il, ce n'est plus le monde des enfants. Certains adultes prétendent ne plus y croire. Et pourtant, à l'approche de certaines forêts, ou dans certaines maisons trop vieilles, lorsqu'un courant d'air froid traverse les couloirs ou que les lumières vacillent sans raison, un frisson leur parcourt encore l'échine. Sans explication. Sans logique. Comme si une part d'eux, une part oubliée, savait encore que les croque-mitaines ne sont jamais très loin. Et si les enfants d'aujourd'hui en rient, si leurs parents en font des blagues, il n'en reste pas moins que certaines nuits, même les plus braves refusent d'aller seuls à la cave ou de descendre un escalier plongé dans l'ombre. Et dans ce silence suspendu, les croque-mitaines du Nord continuent d'exister, non pas comme des monstres réels, mais comme des gardiens de la peur. Une peur nécessaire. Une peur qui veille. Il y a dans les campagnes du Pas-de-Calais des nuits où la brume descend si bas qu'elle semble ramper sur les champs. Elle s'accroche au talus, flotte sur les fossés, se glisse entre les haies comme un voile humide et oppressant. Ces nuits-là, même les chiens cessent d'aboyer, et les volets restent clos. Non pas à cause du froid ou de la peur du loup, mais à cause d'une présence plus ancienne, plus étrange, celle des chevaux blêmes. On les appelle ainsi à cause de leur apparence. De grands chevaux, hauts sur pattes, au pelage d'un blanc maladif, presque phosphorescent. Leurs crinières semblent faites de filaments de brume, toujours en mouvement, comme s'ils étaient eux-mêmes partiellement faits d'air. Leurs yeux n'ont pas de pupilles, pas d'éclat. Juste deux orbes pâles qui reflètent la lumière de la lune sans jamais la renvoyer tout à fait. On ne les entend pas approcher. Leurs sabots ne résonnent pas. Ils surgissent simplement, silencieux, dans un champ, sur un sentier, ou parfois juste au bord d'un chemin de terre, là où la brume est la plus dense. Ils restent là, immobiles, observant. Un, parfois deux ou trois, jamais plus. Leur présence glace le sang. Les animaux les sentent avant les hommes, les vaches se figent, les chiens grognent faiblement et reculent, les corbeaux cessent de voler. Il n'y a pas d'histoire précise sur leur origine. Pas de nom, pas de date. Ils font partie du paysage mental, comme un écho persistant de quelque chose d'ancien, peut-être d'un rituel oublié ou d'un malheur si vieux qu'il s'est dissous dans la terre.
Certains disent que ce sont les montures de cavaliers morts en guerre, des bêtes perdues entre les mondes, qui cherchent encore leur maître. D'autres murmurent qu'il s'agit de malédictions vivantes, incarnations du chagrin ou de la colère d'âmes errantes. Les récits les concernant varient. Un vieil homme, autrefois, prétendait en avoir vu un dans son champ alors qu'il rentrait des vendanges. Le cheval ne bougeait pas, mais l'air autour de lui vibrait, comme déformé par une chaleur invisible. L'homme l'avait fixé une minute entière, sans pouvoir détourner les yeux, jusqu'à ce que l'animal disparaisse, fondu dans la brume comme une silhouette effacée d'un rêve. Ceux qui ont croisé leur route rapportent tous la même chose, un sentiment profond d'étrangeté. Pas de peur immédiate, mais une sensation de déréalisation. Comme si le temps s'était figé, comme si le monde s'était mis sur pause, le temps que ces créatures passent. Certains disent que leurs montres se sont arrêtées, que les horloges de leur maison ont cessé de battre à l'heure exacte de la rencontre. Rien de spectaculaire. Juste ce genre de détail qui rend fou à force d'y penser. Aucune agression n'a jamais été rapportée. Les chevaux blêmes ne galopent pas, ne chargent pas. Ils apparaissent. Ils regardent. Et ils disparaissent. Mais leurs souvenirs ne quittent jamais vraiment ceux qui les ont vus. Ils reviennent parfois en rêve, ou dans le coin d'un champ aperçu par la fenêtre. Et toujours, ils apportent avec eux ce même silence, cette même brume, et cette même question sans réponse. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.